Bonjour, je suis Confino Philo, je suis l'avatar de votre professeur de philosophie. Alors attendez un petit peu, d'abord j'ouvre les fenêtres. C'est bon, tout le monde est là? Sofiane, c'est bon? Julien, Yaël, non, pas à côté, faut respecter la distanciation sociale. L'objet de ce cours, Conscience et personne, est de mieux comprendre l'idée de conscience de soi et de la mettre en relation avec la notion de personne. D'abord, je vais vous proposer une première analyse de l'idée de personne. La personne, elle se comprend par opposition aux choses. Être quelqu'un, c'est différent d'être quelque chose. Il y a deux aspects à cette notion de personne. D'abord l'unicité et puis l'unité. On va voir plus tard dans le cours d'autres aspects, la responsabilité notamment qui est liée à la liberté. L'essentiel de ce cours numéro 10, c'est de savoir quel est le fondement de la permanence de la personne. C'est-à-dire comment se fait-il qu'au fil du temps, malgré tous les changements physiques, intellectuels et moraux qu'on connaît, nous restions toujours la même personne. C'est bizarre, non? Nous allons voir dans ce cours que le fait d'être une personne est bâti sur une fonction de la conscience. C'est la conscience qui fait de nous une personne, la même personne, c'est ce qu'on appelle l'identité personnelle. Il y aura deux moments dans ce cours. D'abord, l'analyse d'un document en vidéo, un extrait d'un épisode de la série Black Mirror. Cet épisode s'appelle Black Museum, c'est l'épisode 6 de la saison 4. Et le deuxième aspect du cours, ce sera une analyse de texte de John Locke que vous ferez de votre côté dans des fichiers joints. Je vous présente d'abord le cadre. Une jeune femme visite un musée consacré à l'histoire des crimes. Et le gérant du musée est un ancien directeur de recherche appliquée, Rollo Haynes, qui travaillait auparavant dans un hôpital et qui raconte l'histoire des objets qu'il expose. Ces objets sont bien souvent issus de ses travaux précédents. Dans l'extrait que j'ai sélectionné, vous allez suivre les aventures de Carrie, Jack et de Parker, leur fils. Carrie a été victime d'un accident et elle se retrouve dans un état de Lockheed syndrome. Ça veut dire que sa conscience est intacte, mais elle ne peut pas bouger son corps. Je vous laisse regarder. Les années passent. Jack vient la voir toutes les semaines. Il lui parle. Il lui passe des enregistrements de leur fils. Il tape la discute. Elle est toujours dans le coma. Mais on a décidé de tester la pastille télépathique, une sorte de petit appareil connecté qui permet aux malades dans le coma d'interagir et de communiquer. Je t'ai pris des parfums d'ambiance. Senteur pinède, ça te va? D'accord. Tu préfères peut-être fraîcheur d'agrumes. Gagné. Et je t'ai enregistré Parker qui chante avec d'autres gamins. Tu veux l'écouter? Bonjour. Bonjour. La chambre 302, Carrie Lamas. Vous êtes son compagnon, n'est-ce pas? Jack, c'est ça? Rollo Haynes, je représente le service de recherche neurologique de l'hôpital. Oui, et? Nous travaillons sur un projet qui pourrait intéresser des personnes comme vous. C'est quoi des personnes comme moi? Nous explorons des pistes qui pourraient redonner aux patients tels que Carrie un tout nouveau souffle de vie. Je vous parle d'un vrai miracle. Comment ça? En résumé, nos scientifiques travaillent sur l'extraction numérique de la conscience. C'est comme s'ils la transplantaient d'un premier cerveau à un cerveau porteur. Pardon, mais ça veut dire quoi exactement? Pour faire simple, quand on est dans un bon jour, on n'utilise que 40% de nos capacités intellectuelles. Il reste donc un gros 60% de notre ciboulot qui reste là à brasser du vent. Et donc? Et donc, avec notre nouveau système de compression, nous pensons pouvoir replacer dans cet espace totalement inutilisé la conscience d'une autre personne. Je vous parle de la conscience de Carrie. On l'enlève de cette coquille cassée et on la met là-dedans. Comment? Quoi? Vous voulez dire que j'aurais comme une petite voix dans la tête?
Comme si Carrie tout entière était dans votre tête, comme une autostoppeuse, une passagère, des sensations par procuration. Elle verra ce que vous voyez, elle ressentira ce que vous ressentez. Elle pourra revivre. Ressentira comme si... Vous avez un petit garçon, Parker. Comment vous savez tout Vous ça? prenez Parker dans vos bras. Carrie pourra le sentir aussi. Elle pourra serrer votre fils dans ses bras à travers vous. Vous êtes partant? Il faut que j'y réfléchisse. Pour Carrie, c'est tout réfléchi. Début du processus de téléchargement. Prêt pour le transfert. C'est bon, transfert OK. Elle est de retour. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant, Jack. Carrie, si vous m'entendez, dites à Jack ce que vous voyez. Je vois, c'est une pomme. Oui, je vois une pomme. Je l'entends. Une pomme, elle vient de me dire une pomme. Salut, ma puce. Salut, Jack. Prenez-la. Serrez très fort. Carrie, vous le sentez? Ouais. Elle dit que oui, elle sent. On n'est pas trop mal niveau sensation. Mordez dedans. Oh la vache. Ça fait tellement longtemps que j'ai rien goûté. T'arrives à sentir le goût? Elle sent le goût, alors ça, c'est magique. J'ai l'impression que tout est nickel. Faites-le rentrer. Tu viens, mon grand? Oh, est-ce que c'est Parker? Il a tellement grandi. Oh, Jack, prends notre petit garçon dans tes bras. Fais-moi un gros câlin. Vas-y. Je le sens dans mes bras. C'est comme si je le serrais fort. Maman dit qu'elle t'aime. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini, juste quelques minutes de commentaires et de questions. Vous l'avez remarqué, quand Rollo Haynes emploie le mot conscience, ça correspond véritablement à l'identité de Carrie. Sa conscience, c'est elle, avec son histoire, son passé, ses sentiments, toutes ses sensations dont elle a conscience, ses désirs, bref, c'est toute sa personne. Maintenant, je vous demande de mettre sur pause pendant 2 minutes et vous répondez à la question qui est affichée derrière moi. J'ai dit, vous mettez sur pause. Ok, les 2 minutes sont passées. Alors, Carrie n'a pas changé en tant que personne. Ce qui a changé, c'est l'habitacle de sa conscience, son support corporel en fait. Elle n'a plus le même corps, mais elle a la même conscience. On peut ajouter qu'on voit aussi ici un des rôles de la conscience, et pas seulement de la conscience de soi. Ce rôle permet d'accueillir et de recueillir les sensations, les perceptions. La conscience, en fait, c'est ce qui nous met en relation, ce qui met en relation un être vivant avec le monde extérieur. Avant, Carrie ne faisait que entendre quand elle était dans cet état de Lockheed Syndrome. Maintenant, ses sensations sont plus riches car elles sont liées à un nouveau corps. Vous voyez, une des fonctions de la conscience, c'est aussi de pouvoir recueillir et synthétiser toutes les sensations que le corps reçoit.
Quand elle était dans cet état de Lockheed Syndrome, son corps était abandonné, donc la conscience n'avait rien à recueillir, elle avait qu'à penser, qu'à être elle-même. Et là, grâce au corps de Jack, en fait, elle parvient à recueillir d'autres sensations. Donc elle a changé de corps, mais elle est restée la même personne. On repart retrouver les aventures de Carrie et Jack. Maëlys, Marion. Allez, tourne la page, j'ai fini, moi. Bon sang, qu'est-ce que t'es lent. J'aime bien regarder les vignettes. C'est le principe de base de ce qu'on appelle une bande dessinée. Ah, si, c'est vrai. Pause. Faut que j'aille pisser. Alors ça, je crois que je m'y ferai jamais. Ah, ça fait du bien, hein. Oh, tu te laves pas les mains? Les tiennes ou les miennes? Sérieux, Jack, c'est franchement dégueu. Parker! Bon sang! Lui parle pas comme ça. Je le fais tout le temps, il va pas en mourir. Mon amour, enfin, Tu connais le tarif? c'est qu'un enfant. Pour qui tu te prends, hein? Non, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas du tout excessif, enfin. Non, pas encore. Non, 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 Carrie, attends, laisse-moi parler. Se coltiner une mouche du coche sur la banquette arrière en continu, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, ni pour le chauffeur, ni pour les autres passagers. Jack n'avait aucune intimité. Carrie n'avait aucun pouvoir. Ça rendrait barge n'importe qui. Exactement. Tu sais quoi? Laisse tomber. Ouais, c'est ça, je pousse toujours. Sinon, je mange des anchois. Tu vas te calmer? Tu la boucles maintenant? C'est bon, là? Toi, Toi, va te faire foutre! Très vite, Jack et Carrie, viennent me voir. Genre, ils me prennent pour leur thérapeute de couple. Oh, tu veux bien la mettre en veilleuse et me laisser parler? Laisse-moi finir ma putain de phrase! C'est bon maintenant? Je vois d'où vient le problème. C'est elle, le problème. La familiarité engendre le mépris, c'est ça le problème. Vous devez apprendre à rationner vos échanges. Ah oui? Et comment? Elle me prend la tête comme une saloperie de mélodie de merde! Eh bien, on pourrait monter vos privilèges d'un cran. Vous donner un petit peu plus le contrôle. Ok. Chut, la ferme! Désolé, continuez. Disons que si vous pouviez avoir la possibilité de mettre Carrie sur pause, de temps en temps, eh bien cela faciliterait les choses pour tous les deux. Faites-le. Alors, je vous raconte un peu la suite. Haynes fabrique un outil pour mettre en sommeil Carrie parce qu'elle dérange trop Jack. Et Jack l'utilise en fait quand Carrie véritablement la gêne trop. Et puis, dans sa vie d'homme, il va rencontrer une femme. On bosse toute la semaine. On veut seulement passer un week-end ensemble. Merde quoi, tu peux pas te réjouir pour nous? Non, Jack, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est dingue, t'es devenue une vraie mégère. Quoi, Est-ce qu'elle te fait chier? Carrie, faut que t'arrêtes de le faire chier. Dis-lui de dégager de là. Allez, dis-lui. Ça commence à me gonfler. Donc le droit de visite le week-end, ça marche pas. Et on a essayé de limiter le nombre d'heures. Seulement, on sait qu'elle est pas loin, en train de juger, de se plaindre et... Se voir imposer un temps limité, c'est frustrant pour Carrie. Carrie est frustrante pour nous deux. Vous avez mis Carrie sur pause, là, ou pas? Bon, disons que... on peut toujours tout effacer. C'est-à-dire? C'est-à-dire de manière définitive. Non. Ça reviendrait à la tuer. Pas d'un point de vue légal. Mais d'un point de vue éthique? Oh, je t'en prie, elle n'est rien d'autre qu'un encodage qui te reste dans la tête. Ce sera comme si... on supprimait un mail. Non. Non, on n'efface rien. Pas question que je fasse... Elle veut être près de Parker, je peux pas la priver de voir son fils. Il y a forcément une autre solution. Mes chers amis, c'est votre jour de chance. Ceci est un test en avant-première, normalement destiné à des parents en phase terminale, un genre de souvenir ultime pour leurs enfants. Le voici. Une peluche? Plutôt un souvenir. On peut la mettre juste là.
dans ce singe. Ah, tout à fait. Il a lui aussi un récepteur de conscience du genre de celui qu'on vous a implanté, mais c'est un prototype. Et il y a une caméra ici. Comme ça, elle pourra voir Parker. Tout le corps est équipé d'une sensibilité tactile, donc si le petit Parker la serre contre lui, elle le sentira et elle pourra communiquer avec lui. Mais ça reste adapté à l'enfant et très limité. Ouais, je sais pas trop. Va falloir que j'y réfléchisse. Moi, je suis d'accord. Pour elle, c'est tout réfléchi. Le singe t'aime. C'était quoi ça? Le singe voudrait un câlin. Tu fais un câlin au singe? Le singe t'aime. Le singe voudrait un câlin. Le singe voudrait un câlin. Oui, je crois que... Le singe a simplement besoin d'une petite minute pour s'habituer à sa nouvelle maison. Tu vas m'écouter, espèce de connasse mal baisée. On peut encore décider de te supprimer. C'est ça que tu veux? Dis-moi, le singe voudrait un câlin pour nous. Le singe voudrait un câlin. Tu promets d'être un gentil jouet? Est-ce que tu promets d'être un gentil jouet? Le singe t'aime. Fais gaffe à toi. Évidemment, au bout d'un moment, Parker a fini par se lasser de son singe en peluche. C'est ça, les gosses. Ils sont ingrats. Le singe voudrait un câlin. Attendez une minute, ici c'est un musée du crime. Alors où est le crime dans cette histoire? Eh bien, la peluche, c'est elle, le crime. Il y a 2 ans de ça, les Nations Unies ont déclaré que c'était illégal de transférer la conscience humaine sur des formats limités tels que celui-là. Il fallait qu'elle puisse exprimer au minimum 5 émotions pour faire partie de l'humanité, apparemment. Des droits de l'homme pour des cookies. Ça va, Carrie? Le singe voudrait un câlin. Elle est toujours là-dedans? Ce serait illégal de la supprimer aussi, alors... Oui, allez comprendre. Enfin bref, l'Union des libertés civiles en a fait tout un foin. Du coup, à cause de ce singe de malheur, je me suis fait virer de mon boulot à l'hôpital sans la moindre prime de licenciement. C'est comme ça que j'ai ouvert cet endroit. Fallait bien se reconvertir. Alors, avant de commenter ce passage, je vous demande donc de répondre aux 2 questions que vous voyez apparaître derrière moi. Merci. C'est pour le 17 avril. Alors cet extrait fait apparaître une grosse difficulté morale et juridique. Qu'est-ce que c'est que tuer quelqu'un? En fait, c'est à la fois supprimer une conscience, mais Haynes se dit, du point de vue légal, tuer quelqu'un serait tuer son corps. Alors qu'est-ce qui fait de nous une personne avec ses droits? Pas seulement la conscience, mais aussi notre corps. Vous voyez, une personne dans un état végétatif, elle reste considérée légalement comme une personne, même si réellement elle ne l'est plus. On peut ajouter à ça que c'est la potentialité d'être une personne qui nous donne un statut juridique de personne. Donc vous cherchez la définition du mot potentiel. Je m'explique. Si la personne inconsciente peut redevenir consciente, ou si l'état du corps promet une future conscience, alors on peut être considéré comme une personne. Un embryon, par exemple, peut être considéré comme une personne, parce que c'est une conscience potentielle. Ici, on peut se demander si le corps est vraiment inutile pour être une personne. Parce qu'en général, on s'identifie à son corps. D'après l'extrait, ce n'est pas le corps qui fait ce que nous sommes. Carrie, elle change de corps et elle reste elle-même. Au départ, elle occupe un autre corps, celui de Jack, puis même elle occupe un jouet. Et c'est toujours Carrie.
Si donc c'est la conscience qui fait notre personne, alors elle pourrait être indépendante des corps. Alors à la fin de l'extrait, il y a une petite difficulté. La loi, dans le film, elle reconnaît que les consciences indépendamment des corps sont des personnes, mais elles doivent bénéficier de certaines qualités corporelles, des émotions et puis un certain pouvoir sur le monde concret. En fait, une personne qui serait sans corps ne bénéficierait pas de tous les droits de la personne. Voilà pourquoi on a interdit de transplanter des consciences dans le singe. Le singe voudrait un câlin. Alors, des personnes hors des corps humains, cela bien sûr, ça n'existe pas pour l'instant. Les consciences, elles sont toutes liées à des corps humains. Mais ce n'est pas le corps qui fait l'identité. La question que je pose maintenant, c'est les êtres vivants peuvent-ils être des personnes? Alors, réponse simple, il leur suffirait d'avoir une conscience de soi, et pas simplement la conscience du monde, la conscience extérieure. Dans l'extrait, une peluche peut être une personne. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le deviner. On le voit à la fin. Car la peluche ne parle pas vraiment et ne peut pas faire part en propre de sa pensée. Elle ne peut pas raconter sa vie, dire comment elle se sent en tant que personne. Le singe t'aime. Alors, comment savoir si une peluche est consciente? Ou si un être non humain est conscient? Si un singe est conscient de lui-même? Si une araignée est consciente d'elle-même? Ah non, 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 pas une araignée, pardon. Bon alors, si un chaton est conscient de lui-même? L'hypothèse est valable, la question est valable. Nous verrons dans le grand 2 ce qui fait que dans l'histoire des connaissances humaines, cette hypothèse était absurde. C'était la notion d'âme, en fait. Répondre à cette question, si les êtres vivants autres que l'homme ont des consciences, cela pose le problème de ce qu'on appelle les qualia. Le concept de qualia, c'est un concept philosophique qui a été développé par Thomas Nagel en 1974 dans un ouvrage célèbre qui s'appelle « What is like to be a bat ?» Je traduis « Comment ça fait d'être une chauve-souris ?» Le quale, le singulier de qualia, en fait, ça désigne l'état entièrement subjectif de la conscience. Comment cela fait d'être soi-même, comment cela fait d'être Carrie, comment cela fait d'être un professeur de philo, comment ça fait d'être un chaton, comment ça fait d'être Enzo quand il dort. Cette expérience est entièrement personnelle. Alors comment savoir si un autre être vivant est conscient, sachant que l'on ne pourra jamais en faire l'expérience? En fait, entre nous, entre humains, on procède par identification, par empathie, mais ça échappe au savoir. Pour les autres êtres vivants, l'empathie est possible, mais l'identification est abusive. Alors, s'il est impossible de douter que la plupart des êtres vivants ont une conscience du monde, la question est, attention, de savoir s'ils ont une conscience d'eux-mêmes. Les éthologues, pour le savoir, font des déductions à partir de certaines conduites. En général, sauf peut-être pour ce qu'on appelle les singes supérieurs, nos lointains cousins, il est fortement improbable que d'autres animaux, d'autres êtres vivants aient conscience d'eux-mêmes. Et moi je dirais heureusement. On ne peut donc pas les considérer comme des personnes. Je rappelle, attention, il ne suffit pas d'être sensible pour avoir conscience de soi, il faut se sentir en train de sentir. C'est clair? Vous le sentez? Pour éclairer et retrouver tout ça dans une expression plus philosophique, nous allons demander de l'aide au philosophe John Locke. Allez, John. John, come on, please. Thank you. John Locke est un philosophe anglais du XVIIe siècle. Ses travaux les plus connus concernent la politique. Il affirme, comme le fera plus tard Rousseau, que la vie politique doit provenir d'un contrat non naturel que les hommes doivent établir entre eux. Dans son ouvrage « Essai sur l'entendement humain », dont est extrait le texte que je vous propose, il développe ce que l'on appelle une philosophie de l'esprit. Comment l'homme pense, comment l'homme apprend, comment l'homme connaît. Alors pour relier ces deux aspects, politique et psychologique, disons simplement que seules les consciences libres et rationnelles peuvent établir un contrat politique. Voilà, je vous laisse maintenant avec John Locke. Travaillez bien, mais pas trop. Le singe voudrait un câlin.